14h07, 12 mars 1944, Carpates, Slovaquie, 1400 mètres d'altitude. Le caporal-chef Matthias Becker est allongé entre deux rochers, recouverts de neige et de branches de sapin. Son car 98K, équipé d'une lunette Zeiss C6, est pointé sur une petite vallée à 680 mètres de là. Il est là depuis 11 heures, immobile, respirant à peine. Le froid est brutal, moins 12 degrés Celsius. Ses doigts sont engourdis, mais il attend, car aujourd'hui, un général soviétique va passer, et Becker va le tuer, ou tous. Ceux qui essaient de le protéger. 3 jours plus tôt, 9 mars 1944, le renseignement militaire allemand intercepte des communications radio soviétiques, chiffrées, mais pas assez bien. Il déchiffre. Le général-major Alexei Volkov, commandant de la 18e division de fusiliers soviétiques, planifie une tournée d'inspection des positions proches du front. Date, 12 mars, itinéraire, à travers la vallée des Carpates, secteur 7. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Maintenant, ça ne coûte rien et ça aide énormément. On continue. Le capitaine Werner Schulz convoque Becker. Nous avons une mission, très haute priorité. Un général soviétique va traverser notre secteur. Nous savons quand, nous savons où. Votre tâche, l'éliminer. Becker, 24 ans, originaire du Tyrol, en Autriche, est l'un des meilleurs tireurs d'élite de la 3e division de chasseurs alpins. 127 tirs confirmés en 11 mois. Sa spécialité, les officiers. Il ne vise jamais les soldats de base. Quand un officier est disponible, parce qu'un officier mort démoralise toute une compagnie. Schulz lui montre la carte. La vallée est étroite. Une seule route la traverse. Les troupes soviétiques contrôlent les deux extrémités. Mais les montagnes qui surplombent la vallée n'appartiennent à personne, parfait pour un tireur d'élite. Becker étudie la carte. Il identifie 3 positions possibles. Position 1, versant nord, 580 mètres de distance. Bonne couverture, mais mauvaise voie de fuite. Position 2, rocher est 820 mètres. Très bonne voie de fuite, mais tir difficile à cause du vent. Position 3, crête sud, 680 mètres. Excellent équilibre entre possibilité de tir et fuite. Il choisit la position 3, 10 mars, 04h30. Becker commence son ascension, seul. Les tireurs d'élite travaillent seuls dans les montagnes. Un observateur ferait trop de bruit, laisserait trop de traces. Entraîné dans les Alpes. Becker connaît toutes les astuces de l'alpinisme, mais les Carpates sont différentes. Terrain inconnu, danger inconnu. Il étudie chaque pas. La neige est fraîche, tombée hier soir. 15 cm de profondeur, bien pour le camouflage, mauvais pour les traces. Chaque empreinte révèle son itinéraire. Des patrouilles soviétiques pourraient le suivre. Alors, il choisit les zones rocheuses autant que possible. Les rochers ne laissent pas de traces. Il saute de pierre en pierre, lentement, méthodiquement. 3 heures pour 2 kilomètres. Des gens normaux mettraient 1 heure, mais les gens normaux n'essaient pas d'être invisibles. 07h30. Il traverse un champ ouvert, 200 mètres sans couverture. Dangereux. Des postes d'observation soviétiques pourraient le voir. Il attend que le brouillard arrive. Dans les Carpates en mars, le brouillard matinal est fiable, 08h15. Le brouillard arrive. La visibilité est réduite à 50 mètres. Becker se déplace. Il traverse le champ en 20 minutes. À mi-chemin, il entend des voix soviétiques. Peut-être à 100 mètres. Une patrouille. Il se fige, ne bouge plus, respire à peine. Les voix se rapprochent. 80 mètres, 60 mètres. Becker est allongé à plat ventre dans la neige. Sa combinaison de camouflage blanche le rend invisible. La patrouille passe à 40 mètres. 6 hommes. Il ne le voit pas. Le brouillard le sauve. Les voix s'estompent. Becker attend 10 minutes de plus, par sécurité. Puis, il continue à avancer.
L'ascension dure 8 heures au total. 1400 mètres d'altitude à travers la neige et les rochers, il porte 18 kg d'équipement. Fusil Kar 98K avec lunettes Zeiss, 80 cartouches de munitions, plus qu'il n'en aura besoin. Camouflage blanc. Provisions pour 3 jours. Biscuits secs, viande séchée, neige pour l'eau. Sac de couchage, rempli de duvet d'oie. Bon jusqu'à moins 20 degrés. Jumelles, carte, boussole, trousse de premier secours, couteau. Chaque pas doit être silencieux. Chaque mouvement doit sembler naturel. Les observateurs soviétiques scrutent constamment ces montagnes. Une ombre anormale, un mouvement suspect, et ils appelleront l'artillerie Treisen. Becker atteint sa position. Il se creuse un trou, pas profond, juste assez pour être sous la ligne de neige. Creuser trop profondément montrerait de la terre suspecte. Trop peu profond l'exposerait. Il trouve l'équilibre. Il construit un camouflage, branches de sapin, placées systématiquement pour paraître naturelles, rochers, arrangés comme ils tomberaient naturellement. Neige, légèrement éparpillée, à 10 mètres de distance, il est invisible, à 680 mètres, impossible à voir. Il installe son fusil. Le Kar 98K est posé sur 2 rochers. Stable, pas de tremblement. Il teste la lunette. Clair. Il identifie des points de repère dans la vallée. Un arbre mort à 400 mètres, un rocher à 550 mètres, la zone où les véhicules devront passer, 680 mètres. Il mesure le vent avec une astuce simple, un morceau de tissu sur une ficelle. Le vent le fait bouger. Il observe le mouvement, 15 km du nord-ouest. Cela signifie que la balle déviera de 0,4 mètres vers la droite à 680 mètres de distance. Il s'en souvient, puis commence l'attente, la partie la plus difficile de chaque mission de tireur d'élite. Pas le tir, l'attente, heure 1. Becker est vigilant, concentré, prêt. Heure 5. Ses jambes commencent à le faire souffrir. Il ne les bouge pas. Le mouvement crée un risque. Heure 10. Sa vessie est pleine. Il urine dans son pantalon. Dégoûtant. Nécessaire. Il ne peut pas quitter sa position. Heure 15. Faim. Il l'ignore. Manger nécessiterait un mouvement. Heure 20. Son esprit commence à vagabonder. Il pense à la maison, au Tyrol, les montagnes, sa mère qui cuisine un strudel aux pommes, l'odeur, la chaleur. Il se force à se concentrer. Rêvasser tue les tireurs d'élite. Il attend. 24 heures. La vallée reste vide, seulement du vent et de la neige. Parfois il se demande, vont-ils même venir? Peut-être que les soviétiques ont changé de route. Peut-être que le renseignement était faux. Mais il attend. Parce que c'est son travail. 11 mars, 02:09. Mouvement dans la vallée. Becker se réveille en pleine alerte. Il concentre ses jumelles. Patrouille soviétique. 20 hommes. Il se déplace lentement, prudemment. Il scrute les montagnes. Il recherche des observateurs allemands. Ils savent que la route de Volkov pourrait être compromise. Il vérifie. La patrouille se rapproche de la position de Becker. 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres. Il s'arrête juste en dessous de lui. 500 mètres. Verticalement, un soviétique prend des jumelles. Il commence à scruter les montagnes, systématiquement, de gauche à droite, secteur par secteur. Il scrute le secteur de Becker. Les jumelles se déplacent, lentement. Le soviétique regarde directement vers la position de Becker. Becker ne respire plus. Son cœur bat tellement fort qu'il pense que le soviétique peut l'entendre. Impossible, naturellement, 500 mètres de distance. Mais la peur n'est pas rationnelle. Le soviétique fixe. 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, 7 secondes. Le caporal-chef Matthias Becker se prépare à tirer. S'il est découvert, il devra éliminer toute la patrouille. 20 hommes. Il a 80 cartouches. Mathématiquement possible. Pratiquement. Très difficile. 10 secondes.
Le Soviétique baisse ses jumelles. Il dit quelque chose à son camarade. Il rit. Peut-être une blague. Peut-être qu'il dit « Rien ici, que des rochers ». Le Soviétique se détourne. Il n'a rien vu que des rochers et de la neige. Le camouflage de Becker a parfaitement fonctionné. La patrouille continue d'avancer. La vallée redevient vide. Becker expire, lentement, profondément. C'était trop près, mais il a survécu. La mission continue. Il attend 30 heures de plus. Pas de nourriture. Il ne mange pas parce que le mouvement pour manger révélerait sa position. Presque pas d'eau. Il mange de la neige. Lentement. Petite quantité. Trop de neige froide ferait baisser sa température corporelle. Dangereux. Aucun mouvement. Juste attendre. Ses muscles sont raides. Ses articulations lui font mal. Mais il ne bouge pas. C'est la discipline d'un tireur d'élite. 12 mars, 14h07. Retour à là où nous avons commencé. Becker entend des moteurs. Il focalise sa lunette Zeiss Seagate sur l'entrée de la vallée. 3 véhicules apparaissent. Des jeeps soviétiques, gaz 67. Véhicules légers, rapides, maniables. Premier véhicule, 4 soldats. Tous avec des pistolets mitrailleurs PPSH-41, équipe de reconnaissance avancée. Deuxième véhicule, 3 hommes à l'avant, 2 hommes à l'arrière. L'un des hommes à l'arrière porte un uniforme de général. Becker voit les épaulettes à travers sa lunette. 2 étoiles, général-major. C'est Volkov, 3e véhicule. 4 autres soldats, garde arrière. Au total, 15 hommes protégeant un général, lourdement gardés. Professionnellement organisé, Becker calcule. Distance, 680 mètres. Vent, 15 km/h venant de la gauche. Température, moins 12 degrés. La balle sera en vol pendant 0,9 secondes. Pendant ce temps, les véhicules se déplaceront de 6,3 mètres à une vitesse de 25 km/h. Il ne doit pas seulement toucher le général, il doit prédire où le général sera dans 0,9 secondes. Les véhicules roulent lentement. La route est mauvaise. Neige et glace. 25 km/h maximum. Ils sont prudents. Becker attend que les véhicules atteignent une section relativement plate. Là, ils iront plus vite, plus prévisible. 14h11. Les véhicules atteignent la section plate. Ils accélèrent légèrement. 30 km/h. Becker vise. Pas là où Volkov est maintenant, mais là où il sera dans 0,9 secondes. Il anticipe la cible. 2,3 mètres d'avance. Plus 0,4 mètres à gauche pour la correction du vent. Son doigt sur la gâchette, il expire, lentement, dans la vallée. Entre les battements de son cœur, il presse, craque, le car 98K tire, la balle quitte le canon à 860 mètres par seconde. Elle traverse 680 mètres en 0,87 secondes. Atteint Volkov directement dans la poitrine, le général tombe en arrière. Le véhicule s'arrête immédiatement. Les gardes du corps sautent. Chaos. Ils ne savent pas d'où vient le coup de feu. Les montagnes font écho au coup de feu. On dirait qu'il vient de partout. 3 gardes du corps forment un cercle défensif autour du véhicule de Volkov. 3 autres scrutent les montagnes avec des jumelles. 2 courent vers Volkov. Ils le sortent du véhicule. Il est encore vivant, blessé, mais vivant. Becker recharge, 2,5 secondes. Les gardes du corps transportent Volkov à couvert derrière le véhicule. Trop tard. Crac. 2e coup de feu. La balle pénètre le garde du corps qui porte Volkov. Tire de part en part. La balle sort du garde du corps et touche Volkov à nouveau. Tête. Volkov tombe. Cette fois, définitivement. Les gardes du corps réalisent, le tireur peut tirer à travers les gens. Se couvrir derrière des camarades ne fonctionne pas. Ils se jettent au sol. 2 rampent sous les véhicules. 4 courent vers des rochers à 30 mètres. Becker suit les coureurs avec sa lunette. 4 hommes, cible mobile. Il choisit le plus lent.
probablement le plus lourd. Probablement qu'il transporte de l'équipement. Crac! Troisième coup de feu. Touché. Dos. L'homme tombe. Les trois autres atteignent les rochers. Ils sont maintenant à couvert, mais piégés. Les deux sous les véhicules sont également piégés. S'ils sortent, ils peuvent être abattus. Les trois dans le cercle défensif autour de la position de Volkov réalisent qu'ils doivent agir. L'un a une radio. Il essaie d'appeler des renforts. Becker voit l'antenne. Il ne vise pas l'homme, il vise la radio. Crac! Quatrième coup de feu. La balle détruit la radio. Des fragments blessent l'opérateur radio. Il tombe en criant. Maintenant, les gardes du corps n'ont plus de radio. Aucun renfort n'arrivera. Ils sont seuls. Un garde du corps, probablement le plus haut gradé survivant, crie des ordres. Becker ne l'entend pas. Il est à 680 mètres. Mais il voit la réaction. Les deux sous les véhicules rampent. Ils ne courent pas vers des rochers, ils courent en arrière. Le chemin par lequel ils sont venus. Fuite, erreur, crac. Cinquième coup de feu. Le premier fuyard tombe. Crac. Sixième coup de feu. Le deuxième fuyard tombe. Les trois près des rochers voient ça. Ils comprennent. Courir, c'est la mort. Le commandant des gardes du corps prend une décision. S'ils ne peuvent pas courir, ils doivent se battre. Il ordonne à ses hommes, trouvez le tireur, tuez-le. Les trois près des rochers commencent à scruter les montagnes. Ils cherchent des flammes de bouche, de la fumée, du mouvement, n'importe quoi. Ils ne voient rien. Becker utilise des munitions sans fumée. Son fusil produit un minimum de flammes de bouche. Sa position est parfaitement camouflée. Il est invisible. État actuel. 500 abonnés. 16 000 heures de visionnage. Si vous voulez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire. Les trois gardes du corps près des rochers font une tentative désespérée. Ils commencent à tirer. Tir aveugle dans les montagnes. Des centaines de balles. Ils espèrent, par hasard, toucher le tireur. Les balles frappent des rochers à 50 mètres à gauche de Becker, 30 mètres à droite, 20 mètres au-dessus de lui, proche, trop proche. Mais elles ne le touchent pas. Becker attend qu'ils doivent recharger. Le PPSH-41 a un chargeur de 71 cartouches. En mode entièrement automatique, vide en 8 secondes, tous les trois tirent simultanément. Cela signifie qu'ils doivent recharger en même temps. 3 secondes de tir, 5 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Silence. Il recharge. 4 secondes de vulnérabilité. Becker vise. Crac. 7e coup de feu. L'un des trois tombe. Les deux autres comprennent le piège. Ils ne tireront plus en même temps. L'un tire pendant que l'autre recharge. Puis, ils changent. L'un à droite tire. L'un à gauche recharge. Intelligent, mais pas assez intelligent. Becker attend. Il observe leur schéma. Gauche tire. Droite recharge. Puis, il change. Droite tire, gauche recharge. Il vise celui qui recharge, parce qu'il est distrait, mains occupées, ne regardant pas. Crac, 8e coup de feu. Touché. Maintenant, il n'en reste plus qu'un, un simple garde du corps. Il comprend. Il ne peut pas gagner. Mais il ne peut pas non plus s'enfuir. Que fait-il? Il lance une grenade fumigène. Une fumée grisâtre explose. Il profite de cette couverture pour courir vers son véhicule. Il veut s'échapper. Le caporal-chef Matthias Becker anticipe. Il ne vise pas là où l'homme court. Il vise le siège du conducteur du véhicule, là où l'homme doit être s'il tente de démarrer. Le garde du corps atteint le véhicule. Il saute sur le siège conducteur, démarre le moteur. Crac! 9e tir. La balle traverse le pare-brise, atteint le garde du corps au cou, il s'affaisse sur le volant, le moteur tourne toujours, mais personne ne conduit. Becker scrute la vallée. Volkov, morte. 9 gardes du corps, morts. 6 autres, cachés ou blessés. Les 6 hommes cachés comprennent maintenant, se battre est inutile. Leur seul espoir est d'attendre la nuit. Alors, peut-être pourront-ils s'échapper.
Mais Becker a le temps. Il peut attendre. Il a des munitions, il a une position, il a de la patience. 14h32, 25 minutes depuis le premier tir. Les gardes du corps caché ne bougent pas. Becker ne bouge pas. Impasse. Mais l'impasse signifie que Becker gagne, parce que sa mission était de tuer Volkov. Volkov est mort, mission accomplie. Tout le reste est du bonus. 15h. L'un des gardes du corps caché commet une erreur. Il pense, peut-être, que le tireur est parti. Il sort lentement la tête de sa cachette. Regarde, crac, 10e tir. La tête disparaît. Pas volontairement. Les 5 autres comprennent. Le tireur attend encore, patiemment, mortellement. 17h01, 3 heures depuis le premier tir. Le soleil commence à décliner. Dans les Carpates, en mars. Le coucher du soleil est vers 18h30. Les gardes du corps pensent, encore 90 minutes, puis l'obscurité, puis la fuite. Mais Becker a un plan. Il sait qu'ils attendent l'obscurité, alors il ne leur donnera pas d'obscurité. 17h45. Becker sort une fusée éclairante de sa poche. Les fusées éclairantes militaires allemandes brûlent pendant 60 secondes. Assez lumineuse pour éclairer un rayon de 500 mètres. Il charge la fusée éclairante dans son fusil. Vise haut, tire. La fusée éclairante explose au-dessus de la vallée. Lumière vive, soudaine. Les gardes du corps cachés sont choqués. Leur plan est ruiné. Dans la lumière de la fusée éclairante, Becker voit 4 hommes derrière des rochers. Il n'identifie pas la position du 5e. Peu importe. 4 suffisent. Crac. 11e tir. Le premier homme tombe. Crac. 12e tir. Le 2e homme tombe. Les 2 autres courent. Fuite désespérée. La fusée éclairante brûle encore pendant 40 secondes. Crac. 13e tir. Le 3e homme tombe. Le 4e atteint une couverture. Un nouveau rocher. À 50 mètres, il respire bruyamment. Il pense qu'il est en sécurité. La fusée éclairante s'éteint. L'obscurité revient. Mais Becker a mémorisé sa position. Il attend 5 minutes. Le garde du corps pense, peut-être, que le tireur l'a oublié. Peut-être qu'il peut maintenant s'échapper. Il commence à ramper, lentement, silencieusement, loin du rocher. Becker ne l'entend pas. Il est trop loin, mais il anticipe. Il sait qu'après 5 minutes, l'homme essaiera de bouger. Il vise la route de fuite la plus probable. La pleine lune apparaît derrière les nuages. Pendant 3 secondes, elle illumine la vallée. Becker voit une silhouette, rampant. Crac. 14e tir. La silhouette ne bouge plus. La vallée est maintenant silencieuse. 10 gardes du corps morts. Volkov mort. Peut-être y en a-t-il encore 1 ou 2 cachés? Mais ils ne bougeront pas. Pas cette nuit. 18h30. L'obscurité est complète. Becker commence lentement à se replier. Il s'est battu pendant 18 minutes, du premier tir sur Volkov à 14h11 au dernier décès confirmé à 14h29. 18 minutes, 10 hommes morts. Son repli dure 12 heures. Il ne peut pas emprunter le même chemin. Des renforts soviétiques vont arriver. Ils vont scruter la montagne. Il doit trouver un autre chemin. Il monte plus haut, 1800 mètres, au-dessus de la limite des arbres, dangereusement froid, mais plus sûr. 13 mars, 06h30. Becker atteint les lignes allemandes. Il est épuisé, congelé, mais vivant. Le capitaine Schulz attend. Rapport. Becker, général-major Volkov éliminé. Plus 10 gardes du corps. 14 tirs effectués. 14 touches. 0 échec. Schulz est stupéfait. 0 échec. À 680 mètres de distance, cible mobile. Becker, j'avais le temps de viser. La nouvelle de la mort de Volkov se répand rapidement. Les troupes soviétiques dans le secteur sont démoralisées. Leur commandant de division est mort, tué par un tireur invisible. 10 gardes du corps n'ont pas pu le protéger.
Les officiers soviétiques commencent à avoir peur. Si un général avec 10 gardes du corps peut être tué, personne n'est en sécurité. La 18e division de fusiliers soviétiques se bat moins agressivement après la mort de Volkov. Sans leur commandant, ils perdent leur coordination. Les troupes allemandes en profitent, mais il y a des conséquences. Les soviétiques savent maintenant que les Allemands ont des tireurs d'élite exceptionnels. Ils envoient leurs propres tireurs d'élite. La chasse s'intensifie. 15 mars 1944. Becker est promu sergent. Il reçoit l'insigne de tireur d'élite de niveau 3, uniquement décerné après 60 tirs confirmés. Il en a maintenant 137. Mais il ne ressent aucune joie. Il pense aux 10 hommes. Ils faisaient juste leur travail. Ils essayaient de protéger leur général. Ils étaient loyaux, courageux. Et maintenant, ils sont morts. Journal de Becker. 15 mars 1944. Aujourd'hui, j'ai reçu une promotion pour avoir tué 10 hommes. L'armée appelle ça de l'héroïsme. J'appelle ça une nécessité. Nous tuons des officiers parce que ça démoralise l'ennemi. Mais qu'est-ce qui nous démoralise? Nous. Chaque jour, je tue. Chaque nuit, je vois leur visage. Quand cela va-t-il finir? Avril 1944, Becker élimine 23 autres soldats soviétiques, tous des officiers ou des mitrailleurs, cibles de haute valeur. Il est maintenant l'un des tireurs d'élite les plus redoutés du front de l'Est. Les commandants soviétiques donnent des ordres. Trouvez le tireur fantôme allemand. Les soviétiques l'appellent Beli Prizrak, fantôme blanc, parce qu'il disparaît dans la neige. Juin 1944, des contre-tireurs d'élite soviétiques chassent Becker. 3 fois, il s'échappe de justesse. Une fois, une balle soviétique frappe son fusil. La lunette est détruite. Becker survit uniquement parce qu'il était allongé, pas debout. Juillet 1944. L'offensive d'été soviétique commence. Opération Bagration, supériorité numérique massive. Les lignes allemandes s'effondrent. Becker et la 3e division de chasseurs alpins se retirent, se battant à chaque pas. Becker couvre la retraite. Il élimine les éléments avancés soviétiques. Il ralentit l'avancée soviétique. Mais ce n'est pas suffisant. Les soviétiques sont trop nombreux. Août 1944. La 3e division de chasseurs alpins est encerclée en Hongrie, 4000 hommes encerclés par 40 000 soviétiques. Ils se battent pendant 11 jours, puis ils percent. Seulement 1200 survivent à la percée. Becker est l'un d'eux. Septembre 1944. Le caporal-chef Matthias Becker obtient 2 semaines de permission. Il retourne au Tyrol. Sa mère pleure en le voyant. Il a 25 ans, mais en paraît 40. Des cheveux gris, des yeux vides. Sa mère demande « Qu'est-il arrivé à mon fils ?» Becker répond « La guerre me l'a pris. » Octobre 1944. Becker retourne au front. Mais il est différent, plus lent, inattentif. On dirait aujourd'hui qu'il souffre de stress post-traumatique. À l'époque, on appelait ça la fatigue de guerre. 3 novembre 1944. Becker est en position dans les collines hongroises. Il observe les mouvements soviétiques. Soudain, une douleur brûlante dans son épaule. Il a été touché. Un tireur d'élite soviétique. Becker se retourne, tente de viser. 2e coup. Sa jambe. Il tombe, ne peut pas se relever, ne peut pas riposter. Le tireur soviétique s'approche. Le camarade de Becker, le caporal-chef Hans Müller, voit la scène. Müller court, traîne Becker à couvert. Sous un feu nourri, il sauve la vie de Becker. Becker est évacué de 2 blessures par balle, les 2 non mortelles, mais sa carrière de tireur d'élite est finie. Son épaule droite ne sera plus jamais assez stable pour un tir précis. Décembre 1944. Becker est à l'hôpital. Il écoute les nouvelles. Hans Müller, l'homme qui l'a sauvé, a été tué par l'artillerie soviétique. Becker pleure. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il pleure publiquement. Janvier 1945.
Becker sort de l'hôpital, mais pas pour retourner au front. Ses blessures le disqualifient. Il devient entraîneur de tireurs d'élite. Il forme de nouvelles recrues, des jeunes de 16, 17 ans. Il leur apprend à survivre, mais la plupart ne survivront pas. Il est trop tard dans la guerre. L'Allemagne perd. Pour être tout à fait honnête, la chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à grandir. Nous en sommes actuellement à 500. Si ce travail d'histoire détaillé vous plaît, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de davantage de recherches d'archives et de documentation plus approfondie. Mai 1945, fin de la guerre. Becker se rend aux troupes américaines. Il passe 18 mois dans un camp de prisonniers de guerre. Puis il est libéré. 1947. Becker retourne au Tyrol. Il essaie de vivre normalement. Mais les cauchemars persistent. Chaque nuit, il revoit des visages. Volkov, les 10 gardes du corps, les centaines d'autres. 1950. Becker se marie. Une femme du coin, Juliette Dubois, 28 ans, infirmière à l'hôpital d'Innsbruck. Ils se sont rencontrés quand Becker est venu se faire soigner pour ses blessures de guerre. Son épaule le fait encore souffrir les jours de froid. Juliette est patiente avec ses cauchemars. Chaque nuit, il se réveille en criant, trempé de sueur. Elle le serre dans ses bras, ne dit rien. Elle le serre juste contre elle. Parce que peut-on dire à un homme qui a tué des centaines de personnes? Ces sueurs froides surviennent sans prévenir. En plein jour, un bruit soudain, un retour de flamme d'une voiture, et il est de retour dans les Carpates. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Juliette apprend à reconnaître les signes. Elle l'emmène dans des endroits calmes, le laisse respirer. Ses crises de panique sont les pires. Une fois, en 1951. Ils vont au cinéma, un film de guerre, des coups de feu à l'écran. Becker se lève d'un bond, s'enfuit du cinéma. Juliette le retrouve dehors, recroquevillé, tremblant. Elle le ramène à la maison. Ils ne sont plus jamais retournés au cinéma. Mais Juliette reste, parce qu'elle l'aime, pas le soldat, pas le tireur d'élite, l'homme brisé, traumatisé, mais fondamentalement bon. 1953. Son premier fils naît, Mathias Junior, nommé d'après le père. Becker tient le bébé dans ses bras à l'hôpital. 3,2 kg. En bonne santé. Parfait. Il regarde dans les yeux du bébé. Des yeux innocents. Et il jure, mon fils ne verra jamais la guerre. Jamais. Il ne regardera jamais dans une lunette de visée, ne tuera jamais un homme, ne verra jamais les choses que j'ai vues. 1955. Deuxième fils. Joseph. 1957. Fille. Anna. Becker est maintenant père de 3 enfants. Il travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Guide de montagne en été, moniteur de ski en hiver. Un travail honnête, un travail paisible. Mais le passé ne disparaît pas. Les enfants demandent parfois « Papa, tu as fait la guerre ?» Il répond « Oui ». Il demande « Tu t'es battu ?» Il répond « Oui ». Il ne demande jamais « Tu as tué ?» Parce que les enfants sentent quand une question ne doit pas être posée. 1960-1975. Becker vit quiètement. Il travaille comme guide de montagne. Les montagnes, qui étaient autrefois un champ de bataille, sont maintenant son lieu de travail. Les touristes le paient pour les guider à travers les Carpates. Parfois, il se rend dans la vallée, où il a tué Volkov. Il ne reste rien. Pas de corps, pas de véhicule, juste de l'herbe et des fleurs. Mais il se souvient. Chaque détail. 1982. Un historien trouve le nom de Becker dans les archives allemandes. Il demande une interview. Becker hésite, puis accepte. L'historien demande « Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez tué 10 hommes en 18 minutes ?» Becker répond « J'ai ressenti de la concentration, seulement de la concentration. Pas de remords, pas de joie. Juste un travail. Mais plus tard, après la guerre,
les sentiments sont arrivés. Et ils ne s'arrêtent pas. L'interview est intégrée aux archives de l'histoire militaire autrichienne. 1995. Becker reçoit une lettre de Russie. La lettre est de Dmitri Volkov, fils du général-major Alexei Volkov. La lettre dit « Je sais que vous avez tué mon père. Je sais que c'était la guerre. Je ne vous hais pas, mais je devais vous écrire. Parce que je veux comprendre. Pourquoi? Pourquoi mon père ?» Becker répond « Votre père était un général, un commandant. Mes ordres étaient de l'éliminer, non pas parce que je le haïssais, mais parce que c'était tactiquement nécessaire. Je suis désolé pour votre perte, je suis désolé pour beaucoup de choses, mais je ne peux pas changer le passé. » Dmitri répond « Merci pour votre honnêteté. Je vous pardonne, non pas parce que ce que vous avez fait était juste, mais parce que la haine ne crée que plus de haine. La guerre a pris mon père, mais je ne laisserai pas la haine prendre ma vie. » Les deux hommes échangent des lettres pendant 3 ans. Des fils d'ennemis deviennent des amis par correspondance. Une guérison étrange. 1988. Juliette meurt d'un cancer. Becker est dévasté. Elle était son salut. Sans elle, les cauchemars reviennent avec vengeance. 2002. Becker meurt d'une crise cardiaque. 83 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants, sur sa pierre tombale, Matthias Becker, 1919-2002. Père, grand-père, guide de montagne, aucune mention de la guerre, aucune mention de 160 tirs réussis, aucune mention de Volkov. Mais dans les archives se trouve la vérité. 12 mars 1944, le caporal-chef Matthias Becker a éliminé le général-major Alexei Volkov, plus 10 gardes du corps, 18 minutes de combat, 14 coups de feu, 11 morts. Ce ne sont pas que des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, de vraies peurs, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques sont importantes pour vous, alors soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube. Le cœur doré ci-dessous. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, de numériser des documents rares, d'interviewer les derniers témoins. La tactique employée par Becker, l'élimination d'officiers, était un enseignement standard dans les écoles de tireurs d'élite de la Wehrmacht. Eisenhower disait « Je devais tirer sur les commandants ennemis parce que nos propres forces étaient trop faibles en nombre et en munitions sans ce soutien. » L'effet psychologique était énorme. Un général mort ne démoralise pas seulement une division. Il génère une peur. Chez tous les officiers, ils commencent à craindre. Ils deviennent plus prudents, moins agressifs. Cela sauve des vies allemandes. Mais cela avait un prix. Les tireurs d'élite comme Becker portaient des cicatrices psychologiques. Ils voyaient des visages. Ils ne connaissaient pas personnellement leurs victimes. Mais à travers leurs lunettes Zeiss 6K, ils voyaient des détails, des expressions faciales, des derniers moments. On n'oublie pas ça. Le général-major Alexei Volkov avait 47 ans. Né en 1897 à Moscou, fils d'un ouvrier d'usine, il rejoignit l'armée rouge en 1918, combattit pendant la guerre civile russe. Contre les Blancs, contre les forces d'intervention, il survécut parce qu'il était intelligent, tactiquement brillant. De 1920 à 1939, Volkov gravit les échelons. Lieutenant, capitaine, major, il survécut aux purges staliniennes de 1937-38, qui éliminèrent des milliers d'officiers soviétiques. Il survécut parce qu'il était politiquement loyal. Jamais une déclaration discutable, jamais un doute sur le parti. 1939, guerre d'hiver contre la Finlande. Le major Volkov commandait un bataillon d'infanterie. Les Finlandais étaient en infériorité numérique, mais se battaient brillamment. Le bataillon de Volkov subit 60% de pertes en 3 mois. Mais il exécuta ses ordres.
conquit son objectif. Fut promu lieutenant-colonel. 1941, invasion allemande. Opération Barbarossa. Volkov commandait désormais un régiment. Les premiers mois furent catastrophiques pour les soviétiques. Des millions de prisonniers. Des armées entières anéanties. Mais le régiment de Volkov tint bon, se retira, mais maintint l'ordre, combattit à chaque pas. Octobre 1941, bataille de Moscou. Le régiment de Volkov défendait un secteur au sud de la ville. Des chars allemands percèrent ses lignes. Volkov organisa une contre-attaque avec des Panzerfaust et des cocktails Molotov. Amateurs, désespérés, mais efficaces. La percée allemande fut stoppée. Volkov fut promu colonel. Reçut l'ordre du drapeau rouge. 1942, bataille de Stalingrad. Volkov était là, commandant d'une division. Il combattit dans les ruines, maison par maison, pièce par pièce. Il vit des choses que personne ne devrait voir. Des milliers de morts, gelés, affamés, abattus. Mais il survécut. Sa division subit 80% de pertes. Mais il survécut. Janvier 1943. Les Allemands à Stalingrad se rendirent. Volkov fut l'un des commandants qui rendirent la victoire possible. Il fut promu général-major, 46 ans, du fils d'ouvrier d'usine au général, 1943-1944. Volkov commandait la 18e division d'infanterie. Il la mena à travers l'Ukraine, à travers la Pologne. Sa division était connue pour sa discipline, son efficacité, ses faibles taux de désertion, parce que Volkov était un bon commandant. Dur mais juste. Il prenait soin de ses hommes. Ses soldats l'appelaient « Otets », père, parce qu'il les traitait comme des fils. Ils partageaient leurs dangers, mangeaient la même nourriture, dormaient dans les mêmes logements. Ce n'était pas un général qui commandait de l'arrière, marié, 3 enfants, son fils aîné, Dimitri, 19 ans, combattait également. Dans une autre division, Volkov s'assura que son fils était dans une position sûre, pas en première ligne. Un père protège ses enfants. Sa femme, Katia, vivait à Moscou. Elle lui écrivait des lettres, chaque semaine. Il répondait quand il le pouvait. Les lettres parlaient de la vie normale, rations alimentaires, météo, voisins, pas de guerre. Les lettres étaient une évasion de la réalité. 12 mars 1944. Volkov inspectait des positions proches du front. Routine pour un commandant. Il devait voir où ses hommes se battaient, devait comprendre leurs conditions, devait évaluer leur morale. Ses officiers d'état-major dirent « La route est dangereuse ». Les Allemands contrôlaient les Carpates. Volkov répondit « J'ai survécu à 3 ans de guerre. Finlande, Moscou, Stalingrad. Les Allemands ne peuvent pas me tuer. » Il avait tort. Un jour ensoleillé de mars dans les Carpates, tué par un homme qu'il n'a jamais rencontré, à 680 mètres de distance, un homme qui ne savait pas que Volkov avait 3 enfants, qu'il était un bon commandant, qu'il avait survécu à Stalingrad. Becker savait seulement « général-major ». Cible de haute valeur, éliminé, les 10 gardes du corps avaient entre 22 et 35 ans, tous volontaires pour le service de garde du corps, troupes d'élite, loyaux jusqu'à la mort. Et ils prouvèrent leur loyauté. Aucun ne courut avant d'être attaqué, aucun ne se rendit. Ils combattirent et moururent. 11 hommes, tous de différents côtés. Tous faisaient leur travail, tous payèrent le prix ultime. C'est la guerre, pas le bien contre le mal. Des hommes contre des hommes, des ordres contre des ordres, devoir contre devoir. Matthias Becker n'était pas un monstre, le général-major Volkov n'était pas un monstre. Les gardes du corps n'étaient pas des monstres, ils étaient des soldats, des hommes. Ils suivaient des ordres, ils se battaient pour leur pays, et ils en assumaient les conséquences. N'oubliez jamais leur nom, n'oubliez jamais leur sacrifice, n'oubliez jamais les vrais coups de la guerre. 12 mars 1944, Carpates, 18 minutes. 11 vies ont pris fin.
des milliers d'autres affectés, des familles détruites, des amis perdus. C'est la vraie histoire, pas de glorification, seulement la vérité. Ne jamais oublier.